de la coopération en Arctique. Voilà à peu près les sujets. Je vous prie de poser vos questions. Bonsoir. Je voudrais vous demander quels étaient les sujets dont vous avez parlé plus en détail, parlé notamment de l'Ukraine. Est-ce que vous avez parlé de la situation à Donbass? Est-ce que vous avez parlé de l'adhésion éventuelle de l'Ukraine à l'OTAN et également du retour des ambassadeurs? Et votre assistant, M. Ushakov, en a parlé. Est-ce que vous avez pris des décisions? Et d'une manière générale, comment se sont passées les négociations? En ce qui concerne le retour des ambassadeurs aux ambassades à Moscou, de l'ambassadeur américain et de l'ambassadeur russe à Washington, nous avons résolu la question. Ils rentrent dans leurs ambassades. Quand exactement, on n'a pas défini. Est-ce que ce sera demain ou après-demain? C'est une question technique. Également, le ministère des Affaires étrangères russe et le département d'État américain commenceront des consultations sur tous les sujets de coopération diplomatique. Il y a beaucoup de sujets qui se sont accumulés et il me semble que les deux parties, la partie américaine notamment, sont prêts à chercher des solutions. En ce qui concerne l'Ukraine, oui, nous en avons parlé. Je ne peux pas dire que c'était très détaillé, mais si j'ai bien compris le président Biden, il pense que pour régler le conflit en Ukraine, il faut se baser sur les accords de Minsk. En ce qui concerne l'adhésion éventuelle de l'Ukraine à l'OTAN, nous l'avons vraiment touché très brièvement. Je pense qu'il n'y a rien à discuter sur ce sujet. On continue. Itartas, vous avez la parole. Vladimir Vladimirovitch, vous avez dit qu'un des sujets était la stabilité stratégique. Pourriez-vous nous détailler, s'il vous plaît, les décisions que vous avez prises? Est-ce que la Russie et les États-Unis recommenceront les discussions sur la stabilité stratégique et le désarmement, notamment le traité New Start? Est-ce que vous allez commencer les discussions sur le prolongement de ce traité, peut-être revoir les paramètres? En ce qui concerne les États-Unis et la Russie, nous avons une responsabilité spéciale dans ce domaine de la stabilité stratégique parce que nous sommes les plus grandes puissances nucléaires dans le monde, compte tenu des charges stratégiques, des ogives et aussi les moyens balistiques qui existent pour les transporter. Donc, il est évident que le président Biden a pris une décision très importante de prolonger de 5 ans le traité New Start. Donc, ça, c'est très important. Il se pose la question, ce qui se passera après. Nous nous sommes mis d'accord qu'on commencera les consultations au niveau interministériel sous l'égide du ministère des Affaires étrangères russe et du département d'État. Donc, les représentants de ces ministères vont définir la composition des délégations et les endroits où ils vont se rencontrer, à quel rythme. CNN, Matthew Chance, vous avez la parole. Merci beaucoup pour votre question. Premièrement, est-ce que vous pourriez caractériser la dynamique entre vous et le président Biden? Est-ce que c'était hostile ou amical? Et deuxièmement, est-ce que vous avez pris l'engagement d'arrêter les cyberattaques, d'arrêter
de mettre en danger la sécurité en Ukraine ou d'arrêter de poursuivre l'opposition en Russie. Premièrement, mon estimation générale, je pense qu'il n'y avait pas d'hostilité, bien au contraire. Notre rencontre a traité des sujets de principe. En ce qui concerne nos positions, nous avons souvent des visions divergentes, mais de mon point de vue, chacune des parties a démontré à l'autre sa volonté de se rapprocher et de comprendre l'autre partie. Je pense que c'était constructif. En ce qui concerne la cybersécurité, nous nous sommes mis d'accord que nous allons réaliser des consultations à ce sujet et c'est très important à mon avis. En ce qui concerne des engagements de qui que ce soit, je voudrais vous informer des choses qui sont bien connues, mais peut-être pas à tout le monde. Et ce sont des informations qui viennent de sources américaines. Je ne voudrais pas citer exactement les organismes. Monsieur Peskov vous le dira. Mais ces sources disent que la plupart des attaques dans le monde sont réalisées à partir de l'espace cyber des États-Unis. Le Canada est à la deuxième place, ensuite 2 pays de l'Amérique latine et ensuite il y a l'Angleterre. Et la Russie dans cette liste, quand on parle de l'espace cyber russe, elle ne rentre même pas. Donc les hackers russes ne rentrent pas même dans cette liste. Ensuite, pendant l'année 2020, nous avons reçu des États-Unis 10 demandes concernant des cyberattaques supposées sur les différentes cibles aux États-Unis et 2 demandes cette année. Et nous avons à chaque fois envoyé des réponses très complètes. D'un autre côté, la Russie a envoyé aux États-Unis 45 demandes et cette année 35 demandes. Et nous n'avons reçu aucune réponse des Américains. Donc, cela veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et quand on dit qui doit prendre des engagements, tout cela doit se décider dans le format de négociation et nous avons décidé de mener des consultations. Le domaine de cybersécurité, c'est un domaine extrêmement important dans le monde d'une manière générale, pour les États-Unis en particulier et pour la Russie également. Par exemple, nous avons les informations sur les cyberattaques sur le pipeline aux États-Unis et la société a été obligée de payer 5 millions de rançons. Et une partie de cet argent a été déjà récupérée des porte-monnaies électroniques, mais une partie de cet argent n'a pas été retournée. Donc la Russie n'a rien à faire là-dedans. Nous aussi, nous faisons face à des menaces de ce genre. Par exemple, le système de santé d'une des grandes régions de la Russie. Et nous voyons d'où ça vient. Nous voyons que ce travail est coordonné à partir de l'espace cyber des États-Unis. Mais je ne pense pas que les autorités officielles sont intéressées à réaliser des manipulations de ce genre. Donc, il faut arrêter les allégations. Il faudrait que les experts se mettent ensemble et travaillent dans les intérêts des États-Unis et la Russie. Donc, nous avons un accord de principe sur ce sujet et la Russie est prête à le faire. Arte. Passez le micro à Arte. Donnez-moi le micro. Est-ce qu'il y a une autre partie de la question que... Merci beaucoup. Oui, en effet, je demandais également, est-ce que vous avez pris l'engagement d'arrêter de menacer l'Ukraine parce que c'est lié en fait à vos menaces notamment.
grâce à vos troupes, et aussi des répressions contre l'opposition, et notamment Alexei Navalny en Russie. Je n'avais pas bien entendu cette partie de la question. Peut-être qu'elle n'a pas été traduite ou peut-être que vous avez réfléchi et avez décidé de poser d'autres questions. En ce qui concerne l'Ukraine, nous avons un seul engagement, contribuer à la réalisation des accords de Minsk. Si la partie ukrainienne est prête à cela, nous allons suivre ce chemin, sans aucun doute. Je voudrais attirer votre attention sur la chose suivante. En novembre dernier, la délégation ukrainienne a présenté sa vision de la réalisation des accords de Minsk. Ce n'est pas un document confidentiel, vous pouvez le consulter. Il s'agit de l'intégration politique de la région de Donbass dans le système ukrainien et dans la Constitution. Il faut changer la Constitution, c'est ce qui est marqué. Ensuite, la frontière entre la Russie et l'Ukraine sur la ligne de Donbass. Donc tout cela, c'est l'article 9 de l'accord de Minsk. Et l'Ukraine a proposé, premièrement, de retirer les troupes ukrainiennes, ou plutôt de déplacer, de projeter les troupes ukrainiennes dans leur lieu de dislocation, ça veut dire dans leur lieu où ils doivent être placés à Donbass. Et ensuite, en ce qui concerne les élections, il a proposé de faire les élections 3 mois après cela. Donc, voilà la proposition de l'Ukraine. Il ne faut pas être juriste pour comprendre. Cela n'a rien à voir avec les accords de Minsk. C'est tout à fait le contraire de ce qui est dit dans les accords de Minsk. Qu'est-ce qu'on peut prendre en comme engagement de la part de la Russie, alors je pense que vous comprenez bien. En ce qui concerne les exercices militaires que vous avez évoqués, nous les faisons sur notre propre territoire, tout comme les États-Unis le font sur leur territoire. Mais nous n'amenons pas nos militaires et nos équipements aux frontières des Américains. Nos partenaires américains le font exactement maintenant. Ils emmènent leurs militaires à nos frontières. Donc ça, c'est également un sujet de discussion pour clarifier les positions. En ce qui concerne notre opposition, nos systèmes et la personne dont vous avez parlé, cette personne savait qu'elle violait les lois russes et il a été condamné à 2 reprises par le tribunal. Il savait qu'il était en violation de la loi. Donc, sciemment, il a quitté la Russie. Il est parti se soigner. On ne lui demandait pas de s'enregistrer. Et dès qu'il est sorti de l'hôpital, il a posté sur Internet les différentes informations. Donc, suite à cela, on lui a demandé de s'enregistrer, c'est-à-dire de venir s'enregistrer dans le poste de police. Il ne l'a pas fait. Il est rentré en Russie. Donc, sciemment, il a enfreint les lois et donc il a obtenu ce qu'il voulait. En ce qui concerne d'une manière générale de l'opposition système, nous avons ici un format court de conférence de presse, nous ne pouvons pas rentrer en détail, mais je voudrais quand même vous dire la chose suivante. Ce ne sera pas très compliqué, je pense que vous allez très bien le comprendre. Donc, j'espère que vous allez pouvoir le relater à vos auditeurs de manière objective. Les États-Unis ont déclaré que la Russie était leur adversaire et leur ennemi. En 2017, le Congrès américain l'a fait. La loi américaine a été modifiée pour introduire la notion suivante. Les États-Unis doivent soutenir les organisations politiques en Russie pour soutenir la démocratie. C'est dans la loi américaine. Donc maintenant, voyons les choses. La Russie est un ennemi.
De quelle organisation il s'agit quand les États-Unis veulent soutenir des organisations en Russie? Donc certainement pas les organisations qui renforcent la Russie. Mais alors, c'est des organisations qui, au contraire, freinent la Russie. Donc, il s'agit des organisations et des personnes qui contribuent à la mise en œuvre de la politique américaine en Russie. Comment nous devons les traiter? Quelle attitude devons-nous avoir? Évidemment, nous sommes méfiants, mais bien sûr, nous allons respecter la loi russe. Pavel Zarubin a le micro et on va retourner ensuite le micro à Arte. Pavel Zarubin, VGTRK. Je voudrais rester sur ce sujet. Nous sommes témoins. Les Américains n'arrêtent pas de poser des questions sur des détenus politiques. Est-ce que vous avez parlé de Navalny lors de vos discussions? Et comment? Et ensuite, une autre question. La nouvelle étape de relations russo-américaines avec l'arrivée de M. Biden et commencer avec cette citation très offensive de la part de Biden. Oui, en effet, M. Biden a abordé la question des droits humains. Et nous avons effectivement parlé de cela à son initiative. En ce qui concerne les paroles offensantes, on sait effectivement de quoi il s'agit. Le président Biden m'a appelé pour m'expliquer et moi j'étais satisfait de ses explications. Puis il a proposé cette rencontre, nous nous sommes rencontrés. C'est son initiative également. Donc ça a été très constructif, encore une fois, et c'est une nouvelle preuve pour moi que M. Biden est quelqu'un qui a de l'expérience. Notre discussion s'est prolongée pendant 2 heures et je n'ai pas eu de discussion aussi détaillée avec d'autres leaders. En ce qui concerne les accusations, souvenez-vous, le président précédent a évité la même question. Bon, ce président n'a pas évité la question, il a décidé de répondre et a donné une autre réponse, pas la même que le président Trump. En principe, tout ce qui se passe dans nos pays est sous la responsabilité des autorités politiques et des leaders. Concernant les accusations de meurtre, qui est tueur? Regardez, aux États-Unis, il y a beaucoup de meurtres. Parfois, on te tire dessus à bout portant, devant ou derrière. Quelqu'un qui est sorti de sa voiture pour courir, on lui a tiré dans le dos. Souvenez-vous, aux États-Unis, bon, ce sont des affaires criminelles. Mais prenons l'Afghanistan. Là-bas, on tue d'un coup une centaine de personnes. Supposons que c'est une erreur, mais tirer à partir des drones ou des hélicoptères, des personnes civiles, tuer des civils en Irak, qui est responsable de ces actes? Qui sont des tueurs dans ces cas-là? Et concernant les droits humains, écoutez, il faut continuer. Donc, il y a toujours des choses comme des prisons. Guantanamo, par exemple, ça ne correspond à aucune loi. Il y a des prisons, notamment sur le territoire des pays européens, où il y a des tortures. Il y a des pratiques qui sont contraires aux droits de l'homme. Et ce sont des pratiques de la politique réelle. Et nous comprenons que parfois, on fait des choses et on pense que c'est possible de faire ces choses. Et donc, on a une attitude en conséquence concernant les personnes qui sont payées à partir de l'étranger.
RT, j'ai une question concernant l'Arctique. Vous avez dit que vous avez abordé ce sujet. Les États-Unis accusent la Russie de militariser l'Arctique. Et le secrétaire Blinken, en mai, l'a dit également. Pourriez-vous nous dire ce qui a été dit? Oui, on l'a dit dans le format ouvert. C'est un thème important et très intéressant. Je parle de manière générale du travail en Arctique et de l'ouverture de la voie maritime du Nord. Cela peut être très intéressant pour plusieurs pays. Et les inquiétudes américaines concernant la militarisation de l'Arctique ne sont absolument pas fondées. On ne fait rien d'autre par rapport à ce qui a été fait en Union soviétique. Nous sommes en train de rétablir la structure, l'infrastructure militaire qui existait notamment. Il s'agit notamment de la protection de l'environnement, de l'organisation du sauvetage en mer des personnes, si jamais ça arrive. J'ai dit à nos collègues que je ne vois pas de raison de s'inquiéter. Bien au contraire, nous devons coopérer et nous devons coopérer. Nos deux pays sont membres du Conseil arctique et la Russie d'ailleurs est présidente cette année du Conseil arctique où il y a 8 pays. Entre l'Alaska et la Tchoukotka, il y a un détroit que vous connaissez bien où il y a de deux côtés nos deux pays, la Russie et les États-Unis de l'autre côté. Donc tout cela, ça doit nous pousser à unir nos efforts. En ce qui concerne l'utilisation de la voie maritime du Nord, cette situation est gérée par le droit international. C'est la Convention de 1982 et le Code polaire, où il y a plusieurs documents qui ont été ratifiés en 2017. J'ai attiré l'attention de nos partenaires que nous, la Russie, nous avons l'intention de respecter ces normes internationales entièrement. Nous les respectons toujours et nous sommes prêts à aider les sociétés et les pays qui veulent utiliser cette voie maritime. Donc bientôt, avec le changement climatique, ce sera pratiquement toute l'année, les 12 mois de l'année, qu'il sera possible d'utiliser cette voie. Et nous avons aussi des brise-glaces très puissants, les plus puissants dans le monde, qui fonctionnent sur cette route. La Convention du droit maritime, je rappelle, décrit le droit applicable dans ces zones aquatiques. Ce sont des zones intérieures, la mer qui est à côté du territoire, une zone spéciale économique et l'océan dans son ensemble. Donc il y a une mer intérieure. Il y a une zone territoriale, plus 12 000 maritimes. Donc il y a des zones différentes maritimes dans lesquelles il y a des obligations et l'État, notamment dans cette zone, doit donner le passage notamment aux bâtiments militaires. En ce qui concerne une mer intérieure, là, on n'a aucune obligation par rapport aux autres pays. Mais en ce qui concerne ces zones maritimes intérieures, il y en a 5. Obskaya, Yenisseïski, il y a seulement 5 baies qui sont dans cet espace. Mais en fait, c'est 1000 marins, c'est le littoral. Et là, nous avons le droit d'accorder ou pas le droit de passage. Mais nous n'en abusons pas. Nous avons eu 1000 demandes
l'année dernière, et c'était d'ailleurs des bateaux russes qui ont déposé cette demande de passer par ces zones spécifiques maritimes intérieures. Et donc, il y a quelques-unes demandes qui n'ont pas été satisfaites parce qu'on a considéré que les bâtiments ou les bateaux n'ont pas respecté certains points qui sont prévus par la réglementation. Donc, si on travaille tous ensemble, notamment les pays membres du Conseil du Nord, on trouvera des solutions à toutes les questions. Je ne vois aucun problème qui ne pourrait pas être résolu. NTV. Bonjour. Je voudrais vous parler de relations, donc des bonnes relations entre la Russie et les États-Unis. C'est bien pour la stabilité. Nous savons quelle situation nous avons actuellement. Et vous dites maintenant que la discussion était amicale et calme et paisible. Mais avant la rencontre, on parlait des lignes rouges. Est-ce que vous avez mentionné des lignes rouges pour ne pas détériorer la relation qui existe? Je dois dire que nous comprenons de quoi parlent nos partenaires américains et eux, ils comprennent très bien de quelle ligne rouge nous on parle. Mais je dois être franc avec vous, pas de manière détaillée. Nous ne sommes pas allés jusqu'à parler en détail de ces marqueurs. On a dit qu'on travaillerait sur la cybersécurité, sur la stabilité stratégique et ensuite il y aura des consultations. Nous allons travailler sur l'Arctique et d'autres sujets et progressivement nous allons en parler et j'espère obtenir des accords. ABC News, nos collègues américains, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Le président Biden a dit qu'il répondrait aux cyberattaques de la Russie si elles ne s'arrêtent pas. Donc, je voudrais savoir si vous en avez parlé. Ensuite, concernant les opposants, notamment c'est Navalny qui appelle à des élections libres. Son organisation a été déclarée un agent étranger. Et de quoi avez-vous peur, Monsieur le Président? Je voudrais répéter ce que j'ai déjà dit. En ce qui concerne les agents de l'étranger, de différents types, et différentes personnes qui se présentent comme l'opposition non systémique. Bon, je l'avais déjà dit, mais c'est la loi du genre. Maintenant, je dois le répéter encore une fois en répondant à votre question. Aux États-Unis, il existe une loi et d'après cette loi, les États-Unis ont dit qu'ils allaient soutenir certaines organisations politiques en Russie. Et en même temps, ils ont dit que la Russie était leur ennemi. Ils ont dit publiquement qu'ils allaient freiner le développement de la Russie. Donc je vous pose la question, quelles sont les organisations politiques qui seront soutenues par la Russie, par les États-Unis? Et en plus, ils financent ces organisations. Donc nous avons appeler ces organisations des agents de l'étranger, tout comme les États-Unis ont une loi sur les agents de l'étranger depuis 1930. Donc, mais ces organisations peuvent continuer à travailler sur notre territoire. Je ne parle pas des organisations extrémistes, ça c'est autre chose, mais une organisation qui a appelé à faire des actions de masse
ou donner des instructions pour préparer le cocktail Molotov pour utiliser contre les forces de l'ordre et a publié des informations personnelles des policiers. Les États-Unis ont été confrontés à des événements très graves suite à un meurtre d'un Afro-Américain et au mouvement Black Lives Matter. Je ne vais pas en parler en détail, mais tout ce que nous avons vu, des pillages, de la violation de loi, nous compatissons à ce qui se passe aux États-Unis, mais nous ne voulons pas autoriser à ce que ça se passe chez nous et nous allons tout faire pour le prévenir. Vous n'avez pas répondu à notre question. Beaucoup de prisonniers politiques meurent en prison, ils sont empoisonnés, par exemple. Est-ce que cela veut dire que vous ne voulez pas une bataille honnête politique? En ce qui concerne les personnes tuées ou en prison, souvenez-vous des personnes, 400 personnes qui sont entrées dans le Congrès américain. Il y a 400 personnes qui sont poursuivies en pénal aux États-Unis et qui sont passibles jusqu'à 20 ans de prison. On les accuse du terrorisme et d'autres crimes. 70 ont été arrêtés immédiatement après les événements et 30 parmi eux se trouvent encore en prison. On ne comprend pas sur quelle base. Il n'y a eu aucune information officielle à ce sujet. Il y a une participante qui a été tuée par un policier qui lui a tiré dessus alors qu'elle n'était pas armée. Dans beaucoup de pays, il se passe des choses qui sont très similaires à ce qui se passe chez nous. Et je voudrais encore une fois souligner, nous compatissons à ce qui se passe aux États-Unis, mais nous ne voulons pas laisser la même chose se produire chez nous. Encore deux questions, parce que le président ensuite a son programme à poursuivre. Le journal Izvestia, est-ce que vous avez réussi à vous entendre sur le retour de certains citoyens russes qui sont en prison aux États-Unis? Oui, en effet, c'est le président Biden qui a évoqué cette question concernant les citoyens américains qui se trouvent dans les prisons russes. Nous en avons parlé. On peut en effet trouver des compromis. Et le ministère des Affaires étrangères russe et le département d'État américain vont travailler ensemble à ces sujets. La chaîne Russie. Mikhail Antonov, Russie 1. Vous avez dit que vous avez parlé de relations commerciales. C'est peut-être justement le point le plus positif, le développement des affaires entre les deux pays. Cela ne dépend pas de nous, cela dépend de la partie américaine, parce que nous ne posons aucune contrainte. Je pense que suite aux contraintes et limitations économiques, les États-Unis ont perdu autant que la Russie. Évidemment, cela a impacté notre développement économique et en partie, les États-Unis ont pu contenir le développement de la Russie, mais il n'y a rien de critique. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, en ce qui concerne l'intérêt des milieux des affaires américains. C'était la plus grosse délégation. C'était 200 personnes. Je parle de la délégation américaine au Forum économique de Saint-Pétersbourg.
Il y a des sanctions américaines et les Américains étaient obligés de quitter le marché russe pour laisser la place aux autres pays. Et je ne vois aucun sens en cela. Il y a des pertes de manque à gagner. 28 milliards de dollars, c'est le volume de nos échanges commerciaux. Et dans le premier trimestre, il y a une augmentation de 16,5%. Et si cette tendance se poursuit, je pense que ce sera bénéfique pour tout le monde. Alors, on va dire 2-3 questions de ce côté et 2-3 questions de l'autre côté. La jeune femme de ce côté. André, laisse la place à la jeune femme. Le journal Wall Street. Merci, Monsieur le Président. Et il y a quelques années, vous avez rencontré le président Biden quand il était vice-président. Et il a dit qu'il vous a regardé dans les yeux. Et il n'a pas vu votre âme dans les yeux. Et vous lui avez répondu, cela veut dire que nous nous comprenons. Cela veut dire que vous aussi, vous avez regardé dans les yeux de Biden. Qu'est-ce que vous y avez vu? Est-ce que vous voyez la personne avec qui vous pouvez travailler? Est-ce qu'il vous a invité à la Maison-Blanche? Est-ce que vous avez accepté cette invitation? Non, le président Biden ne m'a pas invité chez lui, moi non plus. Pour l'instant, je ne l'ai pas invité chez nous. Je pense qu'il faut que les conditions soient réunies pour pouvoir réaliser de telles visites. En ce qui concerne de regarder dans les yeux, se plonger dans l'âme, ce n'est pas la première fois que j'entends cette question. Moi, honnêtement, je ne me souviens pas de cette conversation. Je l'ai oubliée, mais votre question concerne peut-être comment je caractérise mon partenaire. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, cela se voit tout de suite. C'est quelqu'un de réservé. Il a parlé un petit peu de sa famille. Il a cité les paroles de sa maman. Cela ne concernait peut-être pas directement nos discussions, mais cela montre quand même les qualités morales de sa personnalité. Donc, je pense que d'une manière générale, nous avons parlé en langage commun. Cela ne veut pas dire qu'il faut se plonger dans l'âme de quelqu'un, de jurer l'amitié et l'amour éternel. Je pense que les relations entre nos deux pays ont toujours eu un caractère surtout pragmatique. Andrei, tu as la parole. Andrei Kolesnikov, le journal Commerçante. À l'issue de cette rencontre, est-ce que vous avez de nouvelles illusions? J'en avais jamais eu. D'où sortez-vous cette histoire des illusions? Nous n'avons aucune illusion et il ne peut pas y en avoir. Une autre question du fond, je vois les mains levées. Tenez le micro. La jeune femme va décider elle-même à qui elle donne le micro. Et c'est à elle que vous demanderez. Le journal Zvezda. Concernant le changement climatique, est-ce que vous avez abordé cette question? Et une autre question concernant les médias américains. Vous avez donné une grande interview au canal NBC. Tandis que le président américain n'a pas donné d'interview aux médias russes. Quelle est votre attitude envers cette asymétrie et qu'est-ce que vous pensez justement de la présentation ensuite dans la presse? En ce qui concerne
ce qui concerne la présentation, éventuellement biaisée, ce sont les pratiques, il n'y a rien à faire. Et je suis habituée à cela, on est obligé à vivre avec et à faire avec. Ensuite, vous avez demandé qui donne des interviews à qui. C'est le leader lui-même qui décide ou pas d'accorder une interview s'il veut transmettre son message. Moi, j'essaie de le faire et c'est dans cet esprit-là que j'ai donné une interview aux médias américains. En ce qui concerne nos médias, je voudrais dire que le président Biden a soulevé la question concernant la liberté, le travail. Comment appelez-vous cela? L'Europe libre. Nous les avons qualifiés de l'agent de l'étranger. Et les membres de la délégation américaine ne savaient pas apparemment que nous avions uniquement 2 médias qui travaillent pour les étrangers, Russia Today et Sputnik. Et la partie américaine les a déjà déclarés comme agents de l'étranger et leur a retiré leur accréditation, sachant que Russia Today remplit toutes les obligations d'enregistrement, etc., sur le sol américain. Donc nous n'avons fait que répondre à ce que les Américains ont déjà fait vis-à-vis de nos propres médias. Nous n'avons pas ce genre de problème. Donc les médias américains, malheureusement, ne respectent pas totalement la loi russe. Donc nous l'avons bien expliqué concernant ce média, l'Europe libre. Et donc, j'espère que nous allons pouvoir rétablir la compréhension. D'accord, mais je voulais que ce soit la jeune fille, mais bon, comme vous voulez prendre la parole après. Galina Polonskaya, Euronews. Nous avons vu comment vous avez serré la main à Joe Biden au début de votre rencontre. Ma question, est-ce que vous avez réussi à atteindre un niveau de compréhension mutuelle et de confiance? Et pensez-vous que vous pouvez atteindre un nouveau niveau de relation quand tout sera compréhensible et transparent? Léon Tolstoï a dit une fois, dans la vie, il n'y a pas de bonheur absolu. Il y a seulement des lumières à l'horizon. Donc, je pense qu'on a eu ces petits signes avant-coureurs de l'aube de ce rétablissement. Vous avez déjà un micro. Yvan Blagoy, canal numéro 1. Le coronavirus, question numéro 1, partout sur la planète. Est-ce que vous avez parlé de cette question? Est-ce qu'il y a des perspectives de travail en commun pour combattre ce mal? Et notamment, est-ce que vous avez parlé de la reconnaissance mutuelle des vaccins? Nous avons touché à ce sujet, mais vraiment très brièvement. Déjà, avec l'administration précédente, nous avons répondu à la demande américaine et nous avons envoyé notre aide technique. C'est un grand pays qui ne manque pas d'argent, mais à cette époque-là, ils avaient besoin de ventilateurs et nous avons envoyé ce système de ventilation artificielle. Mais on n'a pas parlé en détail de ce sujet. Après votre rencontre avec le président Trump, les relations entre les 2 pays se sont dégradées. Est-ce que cela ne peut pas se produire cette fois-ci? Est-ce qu'on attend le fond et maintenant on va remonter à la surface? Je ne peux pas le dire pour l'instant. En tout cas, tout ce qui a été fait pour dégrader notre relation, ça a été fait pas par nous, mais par les Américains. Je ne sais pas ce que vont inventer encore les congressmen américains. Et ils sont très inventifs.
Komsomolskaya Pravda. Je ne sais pas si vous êtes au courant, notre équipe a gagné par rapport à l'équipe de la Finlande 1-0. Je vous félicite. Et si on essaie de donner un score à la rencontre Biden-Poutine, quel serait ce score? Et deuxième question, les Américains, avant de venir à Genève, avaient déclaré à plusieurs reprises « Nous allons faire pression sur Poutine, sur la Russie ». Est-ce que vous avez ressenti cette pression et comment vous avez résisté? Donc, je pense que c'est la question principale qui intéresse nos lecteurs. Comment Poutine s'est comporté là-bas à Genève. Ça doit être suffisant, je pense aussi. Non, aucune pression, nous n'avons subi aucune pression, notre discussion était ouverte et il n'y a pas eu de divergence par rapport aux sujets qui ont été définis de manière diplomatique. Cela n'a pas lieu d'être, la pression, ce n'est pas pour cela qu'on s'est rencontrés. Et le score, je pense que le président Biden a eu raison de dire qu'il ne s'agit pas d'une rencontre sportive, ce n'est pas une compétition sportive. Cette rencontre a été très concrète et l'atmosphère nous incitait à atteindre des résultats. Et le bilan principal, c'est cette lueur de confiance que j'ai déjà évoquée. Steven Rosenberg, BBC News. Joe Biden appelle à une relation stable et prévisible. Mais l'Occident pense que l'imprévisibilité, c'est un des traits de la politique extérieure russe. Est-ce que vous êtes prêt à abandonner cette imprévisibilité pour améliorer les relations? Vous avez bien compiler les choses et vous êtes un grand artiste en la matière. Donc d'abord, vous dites l'Occident considère que, et ensuite vous me dites est-ce que vous êtes prêt à abandonner cette chose-là? Mais si quelqu'un considère que, cela ne veut pas du tout dire que nous le faisons. Donc vous avez dit que l'Occident considère que la politique extérieure russe est imprévisible. Mais moi, je vais vous répondre. En 2002, les États-Unis ont quitté l'accord sur la défense antimissile et qui était une base de stabilité stratégique. Ensuite, en 2019, ils ont sorti de l'accord FNI, des forces nucléaires à portée intermédiaire, la sortie de l'accord du ciel ouvert. Où est la stabilité? Donc, il n'y a pas de stabilité stratégique. Ensuite, le président Biden a décidé de prolonger de 5 ans le traité New Start. Oui, là, c'est une bonne chose. Mais si vous prenez la situation en Ukraine, en Crimée, c'est là que tout commence. Mais est-ce que quand on soutient un coup d'État en Ukraine, il s'agit de la stabilité? Yanukovych, l'ex-président, a dit oui à toutes les demandes de l'opposition. Il était prêt à satisfaire toutes les demandes. Mais on a voulu quand même faire un coup d'État sanglant et ensuite on connaît les conséquences, et notamment la Crimée. Donc c'est nous qui sommes accusés d'imprévisibilité. Je ne suis pas d'accord. Nous devons donner une réponse adéquate aux menaces qui se présentent. Et si on veut que la situation soit stable, il faut définir les règles du jeu. Donc, la stabilité, la cybersécurité, les conflits régionaux, je pense que sur tous ces sujets-là, on peut se mettre d'accord. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue en conclusion de cette discussion.
De la salle, on parle de la tromperie et M. Poutine évoque une chanson qui parle de la tromperie et du brouillard bleu. De quoi vous parlez? On ne comprend pas. Bloomberg a la dernière question. La jeune femme, s'il vous plaît. Dernière question. Donc, Bloomberg News. En 2016, quand vous avez rencontré le président Trump, les sanctions américaines ont été prises. Un nouveau train de sanctions a été adopté très vite après cette rencontre. Est-ce que durant la rencontre d'aujourd'hui, vous avez évoqué, est-ce que vous avez des garanties qu'il n'y aura pas de nouvelles sanctions? Est-ce que vous avez confiance en président Biden quant à la réalisation des accords dont vous avez parlé d'aujourd'hui? Est-ce que sur les sujets comme la cybersécurité, les consultations sur l'Ukraine, je n'ai pas très bien compris. Est-ce qu'on va créer des groupes de travail ou autre chose? Et quand même, je reviens aux lignes rouges aussi. Pourriez-vous nous dire plus précisément? Concernant les lignes rouges, la compréhension naît lors des discussions dans les différents domaines. Donc, quand les gens se rencontrent, c'est pour rétablir leurs relations. Sinon, ce n'est pas la peine. En ce qui concerne les sanctions et les limitations économiques, je vous ai déjà dit, nous ne connaissons pas quelles sont maintenant quelle est l'ambiance politique et quel est le rapport de force à l'intérieur des États-Unis. Certaines forces sont pour ou contre l'adoption de nouvelles sanctions ou le maintien des sanctions. Donc, nous ne savons pas ce qui va se passer. Vous évoquez 2016. Si il se produit une chose similaire, cela veut dire qu'on aura à nouveau perdu une chance. Encore une chance. Vraiment une dernière question de la journaliste du Canada. Merci, Monsieur le Président, pour cette opportunité. Tamara Teresko, vous avez dit que vous n'avez pas la traduction? Recommencez, mais je peux parler russe aussi. Je n'ai pas la traduction. Je vais essayer de répéter. On va essayer de me transférer à un autre canal. Pour l'instant, je n'ai aucune traduction. Un instant, je vous prie. Je vous demande pardon. Maintenant, Radio-Canada à Moscou. Donc, vous avez dit que vous voudriez des questions qui ne soient pas biaisées. Je voudrais que vous m'expliquiez, comme m'avait demandé ma fille de 9 ans, pourquoi cette relation est si complexe et pourquoi les jeunes ne sont pas autorisés à protester en Russie. C'est ce que ma fille a demandé. C'est merveilleux que votre fille de 9 ans s'intéresse à ces questions. Ma réponse est très simple. Il faut regarder autour de soi et dites-lui, regarde autour de toi et admire ce monde merveilleux. Les personnes adultes, des dirigeants de 2 grandes puissances nucléaires se rencontrent pour créer un monde sécuritaire
prospère pour tous les habitants du monde entier. Ils vont parler des armements terribles qu'il faut limiter. Il faut créer des règles communes pour tout le monde de ne pas utiliser ces armes. Ils vont parler de la protection de l'environnement pour que les rivières soient propres ou les mers soient propres, pour qu'il n'y ait pas d'inondation ou de sécheresse, pour qu'il y ait assez de produits alimentaires pour tous les habitants de cette planète, où qu'ils se trouvent. Ils vont parler de la santé pour que les gens, et notamment les enfants, soient moins malades, pour qu'ils puissent étudier et regarder avec confiance dans l'avenir. Donc, je voudrais que quand vous allez parler et relater cette rencontre, vous vous basiez exactement sur cette approche. Je vous remercie.